Mes amis, je sais que vous serez tous très heureux de retrouver Thierry Messant, qui, je crois que je peux trahir ce secret, accepte, et j'en suis très flatté, une collaboration régulière avec le Courrier pour faire le point de ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient et dans le reste du monde, du fait des rapports de force au Moyen-Orient. Donc nous avons décidé d'inaugurer un point quinzomadaire, bimensuel, de 30 minutes avec lui, où il va nous parler de la situation au Proche-Orient. Et je voulais évidemment commenter avec lui l'actualité du jour. Vous vous en doutez, c'est notre sujet de base, qu'on ne peut pas éviter. La trêve, l'échange de prisonniers qui a été conclu hier soir après des tribulations dont on pourra peut-être dire quelques mots. Il y a eu d'intenses discussions au sein du cabinet de guerre israélien sur faut-il accepter cet accord ou pas. Est-ce que la trêve qu'Israël accepte, après avoir expliqué que ce serait la guerre totale, est-ce que c'est le signe d'un échec des opérations militaires terrestres israéliennes à Gaza? Non, c'est le signe du fait que les États-Unis ne sont plus capables d'assumer ce massacre en direct à la télé. On n'a jamais vu, jusqu'à aujourd'hui, de génocide en direct à la télé. Génocide, le mot est quand même un peu fort. Le terme a plusieurs interprétations, mais vous savez qu'en droit des États-Unis, on peut faire un génocide avec juste 2 personnes, puisque c'est l'intention qui compte. Donc, est-ce qu'il y a une intention génocidaire du côté des Israéliens? Alors oui. Ça, je vais expliquer. Mais d'abord, les États-Unis ont imposé cette trêve. Parce que le président Biden ne peut plus tenir son opinion publique. Les gens se dressent contre lui maintenant. S'il veut être réélu, il doit faire quelque chose. Et cette chose, ça a été imposer cette trêve, ces échanges de prisonniers. Et c'est lui qui l'a imposé parce que le point de vue du Hamas, c'était on a besoin de 5 jours pour faire sortir les gens qui sont dans les abris, et que ça soit discret de vous les amener. Israël disait non, ça doit être uniquement 3 jours. Alors on dit c'est 4, c'est au milieu. Ou le Hamas disait oui, mais si on libère des otages, vous ne devez pas envoyer de drones. C'est pas simplement une trêve des armes, c'est aussi la surveillance que vous devez arrêter, parce que sans ça, vous saurez où on se cache et vous allez nous tuer. Les Israéliens ne voulaient pas, et en définitive, on a décidé qu'il n'y aurait pas de drones en général, mais que quand même 6 heures par jour, pour faire plaisir à M. Netanyahou, il y aurait des drones. Donc voilà, on en est là. Il y a eu des discussions au sein du cabinet de guerre israélien, puisque Netanyahou a fini par dire publiquement c'était la meilleure solution que d'accepter cette trêve, même si elle ne convenait pas à la majorité du cabinet. Elle a été imposée de fait par les États-Unis. Elle est imposée de fait par les États-Unis, et les négociations ont été certes menées par le Qatar, mais aussi et beaucoup par l'Égypte. Donc déjà, tout Quel est le rôle de l'Égypte dans cette affaire? Je ne fais pas partie des négociations, je ne sais pas comment ça se discute, mais manifestement, l'Égypte a un bon contact avec la partie du Hamas qui s'est séparée des frères musulmans. Alors que le Qatar est toujours, avec Khaled Meshal, sur la partie proprement membre des frères musulmans, et donc, à mon avis, pro-britannique. Mais c'est un pro, je vous pose beaucoup de questions, mais c'est parce que les gens, après, ont besoin qu'on prenne le temps d'éclaircir. Quand vous dites c'est pro-britannique, est-ce que c'est un pro-britannisme, si j'ose dire, absolument conscient et explicite, ou simplement il se trouve que c'est une position qui arrange les Britanniques, qui a peut-être été négociée avec quelques têtes du Hamas, mais à l'insu du reste du Hamas? Non, moi, ce que j'ai vu des frères musulmans pendant une douzaine d'années au Moyen-Orient,
c'est que toute leur communication est faite par les services britanniques, absolument tout. De façon transparente, Bah, ouverte. ouais. Enfin, ils le disent pas publiquement, mais c'est vraiment eux qui font tout. De Enarda en Tunisie jusque aux frères musulmans en Syrie, quoi. Chaque fois, j'ai vu ça. Alors, est-ce qu'ils décident de la stratégie? Je n'en sais rien, mais ils doivent peser beaucoup dedans. Donc, l'Égypte s'est mêlée de ces négociations et elle y a joué un rôle, en tout cas, pour que ça se débloque. Ça ne se serait pas débloqué sans elle. Quelle est l'autorité de l'Égypte sur le Hamas aujourd'hui? Je ne sais pas parce que aujourd'hui on ne connaît pas l'équilibre du Hamas. La partie qui est au Qatar est absolument liée aux frères musulmans. C'est toujours dans leur tête, c'est la branche palestinienne de la confrérie. Mais à Gaza, la branche résistance palestinienne est majoritaire. Je dis résistance palestinienne parce que les frères musulmans, ça n'est pas la résistance palestinienne, c'est l'instauration d'un califat mondial, c'est tout à fait un autre projet. Et ceux qui ont commis des exactions dans les années passées, c'était la branche des frères musulmans. C'était pas la branche résistance palestinienne. Est-ce que, alors je connais un peu la réponse, mais aujourd'hui, quel est le degré, j'allais dire, d'intimité, d'adhésion de la majorité des Palestiniens à la doctrine des frères musulmans ou à la foi des frères musulmans? Alors, d'abord, il n'y a pas de foi des frères musulmans, parce que c'est purement politique, les frères musulmans. Ça s'appelle musulman, mais ça n'a aucun rapport avec l'islam, sinon que ça utilise l'islam pour vendre son programme. Mais franchement, on n'en sait rien. Il y a eu un sondage avant 6 mois avant la guerre actuelle, qui donnait à peu près, je ne sais plus, c'était de l'ordre de 600 000 personnes à Gaza qui étaient sur la même ligne que les frères musulmans. Sur 2 200 000 personnes, oui, à peu près. c'est ça. Donc c'est c'est environ un quart de la population de Gaza, sachant que en Cisjordanie, l'adhésion aux frères musulmans est quasi nulle. Oui. Et ceux qui ont adhéré au Hamas à Gaza, bon, est-ce qu'ils ont vraiment adhéré à l'idéologie des frères musulmans ou est-ce qu'il y a un certain opportunisme? Vous ne pouvez pas avoir de travail à Gaza si vous n'êtes pas lié aux frères musulmans. Donc, vous êtes déjà allé à Gaza, Thierry? Non, je ne suis jamais allé à Gaza. Il y a quelque chose qui me frappe, mais c'est la même chose en Cisjordanie, alors que ce sont des territoires assiégés, très encerclés, d'une certaine façon très emprisonnés. Et on regarde les immeubles à Gaza, on se dit qu'il y a une forme de prospérité ou d'aisance. Enfin, il y avait une forme. Il y avait avant. Maintenant, il n'y a plus de On dit de Gaza. qu'un immeuble sur 2 a été touché par des bombardements. Non, c'est beaucoup plus que ça. La ville est complètement rasée maintenant. Mais avant le bombardement, il y avait en apparence une forme d'aisance. On le voit dans les images. Il y a des immeubles qui sont plutôt d'un aspect agréable. Comment on peut expliquer cette différence entre l'encerclement des Palestiniens, la colonisation de leur territoire, l'étranglement progressif d'un point de vue économique, et le fait qu'ils aient finalement un niveau de vie qui dépasse celui de la banlieue de Tunis, d'une certaine façon? L'argent qui arrivait à Gaza, en dehors de l'Union européenne, c'est pas grand monde. Hein. Donc, on a... Un peu les pétromonarchies, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Elle donnait de... Alors, le Qatar payait les fonctionnaires,
l'Arabie Saoudite et les Émirats payaient tout ce qui est hospitalier. Ah, mais Ce qui explique un équipement hospitalier à Gaza de pointe. de pointe. Oui, C'est oui. pas les hôpitaux de Gaza, Oui. il y en a d'ailleurs, je crois, 9 ou 10, quelque chose comme ça. Il y a une trentaine d'hôpitaux. Une trentaine, pour une population de 2 millions et demi d'habitants, quoi, Oui, oui. 2 millions 4. C'est pas rien. Non, non. Et ce sont des beaux hôpitaux, quand même. Oui, oui. Donc, c'est une économie qui était portée à bout de bras par... on parle de l'hôpital indonésien, Oui, mais c'est porté à bout de bras depuis l'étranger. Parce que quand vous êtes à Gaza, vous ne pouvez pas produire. Tous les gens qui ont voulu créer des entreprises n'ont pas pu. Alors, on se souvient que l'Union européenne a d'ailleurs financé un aéroport à Gaza Qui n'existe pas. qui n'a jamais pu entrer en activité Oui. du fait du refus israélien de laisser les Mais Gazaouites avoir leur aéroport. Il y a toujours une raison qui fait que ça n'aboutit pas depuis 75 ans. Rien n'aboutit depuis 75 ans. Dans la pratique, l'objectif des Israéliens sur Gaza, c'est quoi? Alors, il n'y a pas un objectif des Israéliens parce qu'il n'y a pas d'État uni en Israël. Il y a vraiment des groupes différents qui se font la guerre avant de la faire à leurs voisins. Donc, les sionistes révisionnistes ont un projet clair, net et précis. Les Palestiniens doivent disparaître. Physiquement ou enfin Alors, existentiellement ou partir à l'étranger? soit ils partent à l'étranger, soit on les tue sur place. Mais l'objectif, il ne doit plus y avoir un Palestinien sur ce territoire. Donc, au début de cette guerre, la ministre du Renseignement a publié un document que je vous ai amené ici. Ah. Enfin, il ne l'a pas publié, on l'a sorti de son bureau. Mais... Donc, dans ce document, elle explique qu'il faut ouvrir la frontière égyptienne et... Je le montre, mais oui, ça va se mettre pour ouvrir la frontière égyptienne et qu'on va mettre toute la population gazaouite, Ah, évidemment, ça va les pas 2 millions et apparaître. quelques, en Égypte, Mhm. au Sinaï. C'est en hébreu. C'est en hébreu, oui, oui, mais avec des traducteurs automatiques, on comprend très bien ce que ça veut dire. Et C'est un document qui a été d'ailleurs publié par la presse israélienne. par une ONG israélienne, et après la presse, ça s'est répercuté partout. Donc, quand elle a publié ce document, le gouvernement a d'abord dit c'est pas vrai, et puis bon, si c'est vrai, mais c'est ce qu'elle pense, ça n'a pas été discuté en cabinet. Ok. Bon. Juste après, il y a un des amis de M. Netanyahou qui a publié ça. Donc ça, c'est le papier d'un think tank qui explique la même chose. Il faut expulser les Palestiniens. Alors ça s'appelle, c'est très clair, Institut national de sécurité et de stratégie sioniste. La stratégie sioniste. Ça existe. Ça existe, c'est dans leur C'est titre. écrit. Donc eux, ils expliquent que voilà, il faut expulser tout le monde et les reloger en Égypte. Donc ils calculent même le prix du relogement en Égypte. Donc on explique que la moyenne d'une famille à Gaza, c'est 5 personnes, 14. Ça coûte $8 000 pour construire un appartement pour eux, par personne, on multiplie, etc. Bref, on dit qu'il y en a pour 8 milliards de les recaser. Bon, c'est un peu, on les remet à la niche, quoi. Hein, mais alors ça, ce document n'a pas été commenté par les politiques. Mais tout le monde sait que ce sont les amis proches de M. Netanyahou qui l'ont publié. Et comme actuellement,
ce projet est abandonné et qu'un autre projet est en train d'être installé, la ministre qui a publié le premier texte a publié dans le Jérusalem Post une tribune libre où elle dit que la victoire, là, c'est une opportunité pour Israël pour faire ce transfert. Et elle insiste qu'il doit être fait sur l'Égypte, mais c'est vrai, pas uniquement en Égypte, parce que le projet que les États-Unis sont en train de développer, ça consiste à dire on en met 1 million dans le Sinaï et le reste on va le disperser un peu partout dans le monde, y compris en France et en Allemagne. Donc tous les gouvernements concernés ont été contactés. Moi, je ne sais pas ce que le gouvernement français a répondu, mais le gouvernement français participe aux opérations de l'OTAN actuellement alentour d'Israël. Donc, il doit avoir donné son accord, hein, parce que ça m'étonnerait qu'on participe à l'opération militaire si on n'est pas d'accord sur les conséquences. Alors, concrètement, ce projet, puisque on en entend régulièrement parler, il ne peut s'appuyer que sur une victoire militaire. Quelle est, selon vous, la chance pour Israël, ou le risque, ou l'opportunité, chacun mettra le mot qu'il voudra, d'obtenir une victoire militaire sur le terrain à Gaza? Pour le moment, à l'instant où nous parlons, la ville de Gaza a été entièrement rasée. Il n'y a plus un immeuble habitable à Gaza. Est-ce que ça, c'était un objectif de guerre, de raser Gaza, pour la rendre inhabitable? Alors, cet objectif de la rendre inhabitable a été explicité par plusieurs personnalités, dont l'ancien conseiller de sécurité nationale de Sharon. Donc, lui, dans ce qu'il disait, en fait, moi, j'avais entendu plusieurs options. Hein. Soit on rasait tout, et bon, comme ça ne va pas repousser, les gens seraient forcés de partir. Ils n'auraient plus nulle part où dormir. On ne dort pas sur des ruines, ça n'existe pas, ça. Donc, lui, il préconisait apparemment ça, mais il y avait aussi l'idée qu'on aurait pu utiliser des bombes qui rendent l'atmosphère impraticable. Vous savez, actuellement, les États-Unis ont amené des bombes en Israël. Il n'y en avait plus en Israël. Il y a 3 arsenaux des États-Unis en Israël, mais ils avaient été vidés pour la guerre en Ukraine. Donc là, les États-Unis ont ramené du matériel et nous ne savons pas quelles sont ces bombes. Si ce sont des bombes avec de l'uranium enrichi, la ville sera inhabitable pour très longtemps. Si vous habitez là, vous aurez des enfants anormaux, c'est vraiment très dangereux. Donc, je ne sais pas. Mais la destruction de la ville de Gaza est aujourd'hui terminée. C'est terminé, c'est fini, ça n'existe plus. Et l'opération est en train de commencer dans le sud de la bande de Gaza. Pour Khan Younis. Oui. Donc, est-ce que ça va être la même chose? On va le voir. Mais la logique, c'est que quand tout sera détruit, les gens n'auront plus le choix. Donc, ils seront forcés de s'exiler. Avec une absence de loi du retour, c'est-à-dire qu'on sait qu'Israël, depuis 1948, interdit tout retour de Palestiniens sur la terre de ses ancêtres. Oui. Je rappelle une histoire israélienne, parce que c'est vraiment un truc tellement invraisemblable, que quand les Britanniques sont partis, les Nations Unies ont décidé de faire 2 États fédérés, un État binational, que la partie juive a proclamé toute seule son indépendance. Alors bon, les Nations Unies ont dit oui, mais on ne connaît pas les frontières, alors laissez-nous déterminer ça. Mais le gouvernement provisoire israélien
a demandé son adhésion aux Nations Unies. Il a écrit une lettre qui était envoyée par le ministre des Affaires étrangères provisoire, qui a dit nous sommes un État pacifiste et nous respecterons toutes les décisions des Nations Unies dès le jour de notre adhésion. Donc les Nations Unies ont reconnu l'État d'Israël et dans leur reconnaissance, ils ont spécifié, ils ont cité ce passage, nous sommes un État pacifiste et nous appliquerons toutes les décisions des Nations Unies. Et le lendemain, il y a eu la Nakba. Donc, depuis le lendemain, on peut suspendre Israël des Nations Unies. Mais après ça, il y a eu l'assassinat de l'envoyé spécial des Nations Unies, Folke Bernadotte, dont l'assassin a été condamné à 15 jours de prison, c'est vraiment très grave, 15 jours de prison, et il est devenu le garde du corps de Ben Gourion. Donc en fait, ils étaient tous d'accord entre eux. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque de contagion ? Et c'est toujours en 1948 que l'Assemblée générale a voté le droit au retour des Palestiniens qui n'a jamais été appliqué. Qui n'a jamais été appliqué, mais qui s'applique toujours. Est-ce qu'il y a un risque de contagion au sud Liban ? Oui, il y a un énorme risque. Qui vient ? Est-ce que c'est une volonté israélienne d'étendre le conflit au sud Liban, ou est-ce que c'est une volonté du Hezbollah, ou une volonté des deux ? Alors le Hezbollah n'en a pas du tout envie, ça c'est clair. Et on voit qu'il freine des quatre fers. Mais les Israéliens, moi au début je pensais que c'était des provocations, mais non, en fait ils ont un projet qui est de reprendre un petit bout du Liban jusqu'au fleuve Litanie. Et donc actuellement ils bombardent le Liban, personne n'en parle, mais ils bombardent assez sévèrement le Liban. Alors c'est pas comparable à ce qu'ils font à Gaza, mais ce qu'ils font c'est que ils envoient des bombes incendiaires sur les champs. Donc ils sont en train il y aura, dans quelques jours, il n'y aura plus d'agriculture possible au sud du Liban. Alors, vont-ils envahir ou pas, je n'en sais rien. Pourquoi le Hezbollah ne réagit pas fortement, puisque le Hezbollah a fait beaucoup de déclarations sur si Israël nous attaque, s'il y a des frappes préventives, vous verrez ce que vous verrez. Et au fond, c'est vrai que quand on suit un peu l'actualité, mais vous avez raison de le dire, la presse subventionnée en France n'en parle pas beaucoup, mais il y a quotidiennement des échanges d'artillerie entre le sud-Liban et... Hier, les Israéliens ont tué 2 journalistes au Liban. C'est pas grave, on n'en parle pas. Là. Une femme et un homme. On constate donc qu'il y a cette politique. Alors le Hezbollah dit nous avons forcé les habitants du nord d'Israël à quitter le nord d'Israël et à se dire qu'ils n'y reviendront plus. Inversement, les Israéliens manifestement poussent les Sud-Libanais à quitter la zone frontalière. Pourquoi le Hezbollah ne réagit pas plus vivement après avoir annoncé qu'il le ferait ? Alors il y a des raisons internes, externes, et dans les externes, des choses de droit et des choses régionales. Bon, donc la raison interne, c'est qu'ils veulent absolument éviter la confrontation. Une guerre, c'est terriblement désastreux. Celui qui prend la décision d'une guerre a une responsabilité considérable. Et eux, ils ne veulent pas prendre cette responsabilité. Deuxièmement, au plan du droit, le Hezbollah avait des ministres au gouvernement qui a signé la résolution qui a mis fin à la guerre de 2006. Et d'après cette résolution, le sud de la rivière Litanie est démilitarisé. Donc, le Hezbollah peut difficilement considérer que le pays est attaqué pour le moment. S'il est attaqué, il a dit qu'il riposterait.
Mais là intervient un troisième facteur, c'est que si le Liban entre en guerre, c'est toute la région qui va éclater. Ça ne s'arrêtera pas là. Ça veut dire que l'Iran sera impliqué, que ce qu'on appelle l'axe de la résistance sera impliqué. L'Iran, l'Irak, la Jordanie, tout le monde va s'y mettre. La Syrie. Est-ce qu'il y a un risque de défaite militaire d'Israël ? Moi, je ne pense pas que l'on puisse infliger une défaite militaire à un pays qui est défendu par les États-Unis, comme celui-là. Actuellement, il y a 3 groupes navals, 3 porte-avions et toute leur escorte qui sont au large de Gaza. C'est jamais arrivé dans aucun conflit, ça, hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un sous-marin lanceur de Tomahawk, il a 154 Tomahawk qui sont prêts. Et les États de l'OTAN viennent de déployer des chasseurs-bombardiers dans la région, surtout au Liban, dont des Français, dont personne ne parle ici, hein, mais nous avons des avions français qui sont stationnés au Liban, qui sont prêts à intervenir dans cette guerre, donc qui jouent un rôle de dissuasion par rapport à une partie, s'ils sont présents. Nous sommes de facto engagés dans ce conflit. S'il n'y avait pas les États-Unis, Israël serait certainement écrasé par le Hezbollah, mais avec les États-Unis, ça n'est pas pensable. Ce qui serait bien, c'est que lors de notre prochain rendez-vous, puisque on s'est fixé la limite de 30 minutes et j'aime bien tenir les limites, est-ce qu'on peut imaginer qu'on fasse un point dans 15 jours sur le rôle de l'Iran, parce qu'au fond, aujourd'hui, on a 2 versions contradictoires. L'Iran dit nous n'y sommes pour rien, nous sommes au courant de rien. Certains disent que l'Iran, d'ailleurs, a lâché le Hamas et ne tient pas à la victoire du Hamas. D'autres disent que l'Iran était fort. Vous l'avez dit vous-même lors de la première interview que vous nous avez donnée, et que je vais republier. L'Iran était informé qu'il y avait un projet du Hamas. Est-ce qu'on peut refaire un point sur l'Iran dans une quinzaine de jours ? Est-ce qu'on peut annoncer aux nombreux auditeurs qui vous suivent que nous parlerons du rôle de l'Iran ? On pourrait essayer, mais je ne sais pas ce qui se sera passé dans 15 jours. C'est quoi l'obstacle à connaître le rôle de l'Iran aujourd'hui ? L'obstacle, c'est que le gouvernement iranien n'est pas sur la même longueur d'onde que les gardiens de la Révolution. Bon, vous nous expliquerez tout ça dans 15 jours. Et puis, merci. On annonce, on grave dans le marbre le fait que... Il y a une chose qu'il faut avoir en tête sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Oui. On n'en parle pas ici, mais il y a eu 2 grandes réunions internationales contre le massacre à Gaza. La première, c'était à Riyad, où 57 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis pour condamner l'agression islamique. C'est l'Organisation de la coopération islamique. L'Organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe ensemble dans la même salle. Mais est-ce qu'il y a réellement eu des conclusions ? Puisque il y a eu un débat sur est-ce qu'il y a eu des conclusions. Parce que tout le monde a dit l'Organisation de la coopération islamique ne vote pas de résolution, ne vote pas de motion. Finalement, qu'en est-il de cette réunion ? Ils ont pris des décisions, mais pas des choses... mais ils n'ont pas décidé de choses concrètes, ils ont décidé d'un processus. Et d'autre part, il y a eu hier la réunion des BRICS, cette fois-ci c'est 11 États, il y en avait 5 avant, aujourd'hui ils sont 11, qui elle s'est tenue de manière virtuelle, mais voilà, c'est quand même plus de la moitié de l'humanité qui est représentée à cette réunion. Et si vous voulez, ces 2 réunions, ça a été l'unanimité pour condamner le massacre que les Israéliens sont en train de perpétrer. Donc ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences très importantes.
Moi, je pense que si dans les prochaines semaines, on ne reconnaît pas un État palestinien, les Nations Unies ne tiendront pas. Bon, vous allez nous expliquer Oui. tout ça dans 15 jours. On donne rendez-vous aux auditeurs. Ok. Vous saurez tout sur les réactions internationales Ok. à l'affaire Gazaouite. Merci Thierry. À très bientôt.